Bonjour à tous, merci donc d'être là pour ce nouvel épisode du webinaire du réseau international de la FFF. Pour la petite introduction, donc le réseau international de la FFF, c'est un réseau dédié aux acteurs du foot français qui ont des enjeux à l'international. Donc on a une plateforme et sur cette plateforme, on crée beaucoup de contenu, on fait en sorte que les gens échangent entre eux pour voilà, créer des projets pour tous ces acteurs qui travaillent du football à travers le monde. On organise des webinaires très, très régulièrement pour essayer de comprendre et de mieux appréhender les sujets, le développement du foot dans les différents pays du monde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des très bons invités pour parler du foot argentin. Ce foot qui a gagné une troisième étoile, donc qui mérite d'être là et qui mérite de mettre en avant sa formation et son football. Donc, on a la chance aussi d'avoir Florent Torchieux, qui est un grand reporter et expert du foot argentin, qui va animer cette discussion avec Mauro Seto et Lucas Bernardi, que je ne présente pas, mais je laisserai Florent faire cette présentation. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir ce temps avec vous. On va prendre 1h20, 1h30 pour comprendre l'organisation du foot et parler de la formation d'Argentine. Voilà. Si vous avez des questions tout au long n'hésitez pas à les écrire. Et si vous voulez prendre la parole, avec plaisir aussi, on pourra couper, on pourra prendre les questions tout au long du webinaire. Et à la fin, on prendra aussi 10-15 minutes pour vraiment reprendre toutes vos questions à nouveau. Voilà. Merci à tous et je te laisse, Florent, prendre la main sur ce sujet-là. Bah déjà, avant toute chose, merci à Lucas et à Mauro d'être là et de participer, d'avoir accepté de participer. Je vais les présenter rapidement, même si la plupart d'entre vous se souviennent sûrement de leur passage en Ligue 1. On a d'un côté donc Lucas Berardi de Rosario, 7 saisons et demie en Ligue 1, une demi-saison à Marseille et ensuite à Monaco. 186 matchs en Ligue 1, donc voilà, un poids lourd de notre championnat. Euh, Finaliste de la Ligue des Champions en 2004 et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003. 6 sélections en équipe nationale d'Argentine entre 2004 et 2005. Lucas est devenu entraîneur depuis 2015, à la fin de sa carrière. Il a entraîné Newell's, Godoy Cruz, Estudiantes et Belgrano. Et de l'autre côté, on a Mauro Cheto. Donc c'est vraiment un classique rosarino qu'on a fait parce que Mauro est lui aussi originaire de Rosario, plutôt Rosario Central, contrairement à Lucas qui est de Newell's Old Boys. Mauro, c'est une dizaine de saisons en Ligue 1 avec un petit passage à Palerme entre-temps, 216 matchs dans le championnat de France. Il a joué à Nantes 5 saisons et demie, Toulouse 4 saisons et Lille une demi-saison. Champion du monde des moins de 20 ans en 2001 avec la génération de Saviola qui avait éliminé l'équipe de Djibril Cissé à l'époque. Et vainqueur de la Coupe Libertadores en 2014, si je ne me trompe pas, avec San Lorenzo. Et voilà, depuis Mauro est devenu directeur sportif. Il était à Rosario Central de 2017 à 2019 et puis il a été à San Lorenzo ensuite jusqu'en 2022. Et Mauro me corrigera, mais je crois que tu es scout maintenant. Tu t'occupes de chercher des joueurs un peu en Amérique latine. Oui, c'est ça, pour une équipe en Arabie Saoudite. Ok, ok, ok. Voilà, donc d'un côté, c'est bien, on a la vision d'un entraîneur, d'un jeune entraîneur et d'un jeune directeur sportif. Donc voilà, on est très content de vous avoir tous les deux. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais présenter rapidement un peu le foot argentin. Il faut savoir que l'AFA, l'association de football argentin, est une des plus vieilles fédérations au monde. Elle a été créée en 1893. C'est même la première d'Amérique latine qui a été affiliée à la FIFA en 1912. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la Copa América, c'est le premier tournoi international des nations en fait, qui a été créé en 1916. Donc le foot, même si le foot a été créé en Angleterre et s'est développé en Europe, voilà, les Sud-Américains se sont vite appropriés la chose et ont pas mal développé aussi le football de compétition. Donc, comme je disais, ce sont les Anglais qui sont arrivés en Argentine et qui ont instauré le football. Ensuite, après, ça s'est développé avec la création d'un championnat professionnel en 1931. Donc c'est pareil, c'est à peu près les mêmes années que le championnat espagnol ou français, par exemple. Donc on est vraiment parmi les pionniers à professionnaliser le football en Argentine. Ensuite, la sélection argentine, voilà, on la connaît bien, championne du monde en titre, triple championne du monde, 78, 86, 2022.
15 fois vainqueur de la Copa América, c'est le record avec l'Uruguay. Et également deux Jeux Olympiques et 6 fois championne du monde des moins de 20 ans, donc ce qui montre quand même que la formation est très développée. On va en parler un peu après. Et pour résumer, on va dire que les grands clubs d'Argentine, ce sont principalement des clubs de Buenos Aires ou des environs, même si Rosario Central et Newell's Old Boys sont aussi des grands clubs. Mais on parle souvent des 5 grands qui sont Boca, River, Racing, Independiente et San Lorenzo, qui ont trusté d'une certaine manière tous les championnats de 1931 à 67. Et puis après, voilà, comme je disais, il y a Central et Newell's qui ont aussi gagné quelques championnats. Il y a Estudiantes, enfin, voilà, on les connaît, les grands clubs argentins, même pour ceux qui n'ont jamais mis un pied en Argentine, c'est des clubs mythiques évidemment. Et voilà, juste avant de commencer un peu vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste raconter une petite anecdote pour montrer à quel point le foot argentin enfin, le foot est très présent en Argentine et prend vraiment une place très très importante. C'est quand je vivais là-bas, que j'étais correspondant pour France Football et l'équipe, souvent j'entendais parler de papa ou de maman qui avaient inscrit leur enfant au club avant même d'aller au registre civil, donc d'aller avec le nourrisson de quelques jours à peine au club pour lui faire une carte de sociaux. Ça, je crois que c'est quelque chose vraiment d'assez exceptionnel et qui montre à quel point les Argentins, dans leur majorité, que ce soit les hommes ou les femmes, sont complètement fanatiques et la place que ça prend dans la société argentine. Et on l'a vu notamment après la finale de la Coupe du Monde le mardi qui a suivi la finale le mardi 20 décembre. Il y avait 20 millions, il y avait, pardon, sur les 42 millions d'Argentins, il y avait 5 millions de personnes dans les rues. Donc, c'était une fête absolument extraordinaire et je pense que ça a redonné encore une impulsion, s'il en était besoin, à cette passion des Argentins pour le football. Voilà, donc dans la première partie, Tenía más título que no sé qué causa, condenado. j'aimerais bien parler de l'organisation des championnats. Alors, c'est un petit peu tarabiscoté, on va dire. C'est un petit peu complexe. Je ne sais pas si Mauro ou Lucas veulent essayer de nous expliquer un peu déjà comment fonctionne la première division argentine. C'est Mauro Bon, bonjour à tous. Bonjour. Si mon français il n'est pas très bien, très bon, je m'excuse. Vraiment. Mauro peut expliquer beaucoup mieux, mais on est un championnat que ça puisse tout arriver. Il y a des choses qui changent. On ne sait pas pourquoi, mais ça change. C'est notre société, c'est notre pays, c'est notre façon de voir les choses. On commence un championnat qui est organisé d'une façon, il finissait de l'autre, ça change tout le temps. Mais on arrive à être habitué à ça. Et la compétition il est toujours très forte. Il n'y a pas il y a pas d'équipe qui marque beaucoup de différence. Ça, c'est quelque chose de, je pense que ça, c'est quelque chose de bon pour nous parce qu'il n'y a pas la différence qu'il y a, non sais, je sais pas, en France avec Paris Saint-Germain ou qu'il y a en Angleterre. Il y a 3 équipes qui jouent pour le championnat. Ici, tout le monde joue tout le temps. Euh, et je pense que c'est quelque chose de bon, mais il y a tellement de pression que tout le temps change pour la pression de descente, de qu'une équipe joue en Ligue 2. Euh, il y a des accords. C'est un peu. Mon français, il n'est pas très bon pour expliquer comment ça se passe en Argentine. Mais je pense que on joue au foot comme on vit. C'est comme ça. On vit comme ça. Des fois, on vivrait bien, des fois, très mal. Et le foot, ça passe comme ça. Et l'organisation, c'est la même chose. Heureusement, euh, le côté de sélection, il est très bien organisé. Ça, pour l'un côté, ça passe le championnat, pour l'autre côté, ça passe la sélection. Et le Les sélections championnat, de. pardon Lucas, le Oui. championnat, du coup, comment il fonctionne? Il y a 2 phases, c'est ça? C'est L'année est coupée en deux.
Ouais. Cette année et l'année dernière, il y avait une phase, il y a après un championnat, et cette année, il y a deux coupes, ça s'appelle Coupe de la Ligue, Mhm. et c'est divisé par deux. Il y a les équipes d'un côté, je ne sais pas pourquoi c'est la division, on ne sait pas, c'est pas, comment c'est ce sorteo? Non, il n'y a Il y a un pas, Tirage au tirage. Ah oui, sort. non. Tirage C'est au vrai qu'il y a un sort. il y a, il tirage y au a- sort. il n'y a pas de tirage au sort. Je Mhm. ne sais pas pourquoi ça passe, mais ça passe comme ça. Ouais, Bon, parce qu'en Mauro peut fait, il y a deux expliquer beaucoup groupes. plus. Il y a deux groupes de Il y a 14 deux équipes, groupes. c'est ça? Il y a deux En groupes. fait, les championnats est divisé en deux. Et il y a un premier championnat qui est plus court, qui s'appelle Coupe de la Ligue, et il est divisé deux groupes de 14 équipes, où les quatre premiers sont qualifiés en quart de finale. Les quatre premiers de chaque groupe est qualifié en quart de finale, et après, c'est élimination directe. Comme un playoff. Et un playoff, C'est, oui. Et ensuite, il y a un mais, long championnat où les 28 équipes jouent entre eux. Tu joues 27 journées, mais en fait, tu joues que match aller, on va dire. Tu joues pas un match aller-retour. La deuxième partie à partir du mois de mai, c'est ça? Exactement, exactement. Mais bon, ça, c'est cette année, l'année dernière. Mais bon, les années d'avant, c'était pas ça. Sur les 10 dernières années, on a changé au moins 3 ou 4 fois les formats des championnats. mais il y a une particularité. Il y a une journée des classicos. Hmm. C'est ça, où il y a une équipe de chaque groupe qui se croise avec une autre équipe. Parce que par exemple, on a Boca et River qui sont dans des groupes différents, Newell's Oui. Central, etc., qui se croisent une journée, qui sortent de leur groupe en gros, et il y a une journée La des journée classiques. des classicos. Ouais, oui, Yeah. c'est Sí, très spécial. Ce week-end-là, il n'y a sí. que des classicos, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, après, c'est un bricolage parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas vraiment de classico, donc on bricole avec les dernières équipes. Et Exact. les points qui sont rapportés à cette journée classico, ils servent pour le championnat dans le Sí, groupe. Ouais, sí. ouais, Oui, oui. Ouais, Chaque équipe qui gagne somme dans son groupe. ouais, ouais. ouais. Et- mais c'est comme ça. Il y a pas, et en tous les cas, il y a pas tout de classicos. Il n'y a Mhm. pas Et en 28 plus, en équipes même qui sont temps, derby. en plus, en même temps, tu as un classement général de l'année où les Sí. deux championnats, tu additionnes les points des deux championnats pour voir qui se qualifie en Coupe Libertadores et en Coupe Sud-Américaine. Ouais, qui sont Et qui les c'est qui joue, et qui c'est continentales qui en fait. joue en deuxième division? Parce qu'il y a Et qui descendent, ouais. un autre classement qui c'est pour descendre. Parce qu'on ne descend pas pour les points, on descend pour un promedio. Alors oui, c'est une moyenne, ouais. Alors en fait, pour expliquer rapidement Sí, à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude du championnat argentin, effectivement, la relégation se fait. Alors je crois qu'il y a le pire, la pire équipe entre guillemets de la saison sur sí, une saison, et aussi il y a la pire équipe sur trois saisons, qui a la pire moyenne sur 3 saisons. Donc, sí. mais c'est vrai que Lucas, ouais, tu disais, c'est un peu, Mais ça peut changer. Ça peut ouais, changer. ouais, ça peut Dans la changer. moitié du championnat, ça peut Exactement, même au arriver cours de la que, saison. Ouais. que la fédération dise, bon, cette année, normalement, on a commencé l'année dernière avec 3 ou 4 descentes. Trois descentes, Mais ouais. on a fini seulement avec 2. Oui. Oui, d'ailleurs, bon, il y a eu une petite polémique. On a accusé le président Sí, d'avoir voulu favoriser son équipe. Voilà, ça se fait effectivement de manière un sí, petit peu bricolée au cours de la saison. Exact. Et c'est vrai, c'était intéressant ce que tu disais, Lucas, sur le côté, ouais, on joue comme on vit. Cette désorganisation organisée du championnat, un peu. sí. Comment tu Y expliques que pourquoi c'est autant le bazar, pour être poli? parce qu'on est assis, on est comme ça comme au pays, parce que ça se passe dans la vie quotidienne, où il y a des problèmes, mais on est habitué. Mais ça marche quand même. On ne sait pas si ça marche, mais nous, on continue. On a l'habitude de continuer. Et alors, ça se passe. Je pense que chaque année, tu as moins de force pour dire quelque chose plus fort. Alors, tu dis, OK, ça va changer, OK, ça change, et on continue. Mhm. On continue avec les changements. Et Ouais. ça, tu sais, il s'arrive un moment il arrive un moment où c'est très lourd, et c'est très lourd, parce que tu ne vois pas euh, très bien le futur, mais Mhm. on est habitué à continuer et à être
beaucoup plus sur les présents qu'en regardant qu'est-ce qui va passer Ouais. le lendemain. Est-ce que c'est Mais on est politique comme aussi pays. c'est politique aussi d'avoir 28 équipes en première division, 38 en deuxième division? C'est pour qu'il y ait un maximum de clubs présents et que aussi il y ait un maximum de présidents qui soient contents? Exactement, exactement. Ça vient de là. C'est un peu. L'idée, c'est d'avoir tout le monde content. Et pour avoir tout le monde content, il faut les faire monter en première et en Et deuxième division. Donc, Et qu'est-ce c'est que pour ça ça que donne au niveau du niveau, si je peux me permettre? Qu'est-ce que, et quel tu perds de qualité. Tu perds beaucoup de qualité. ouais, le niveau est moins bon. Oui. Ouais, Le, vous ressentez le niveau ça? est moins bon parce que tu as des équipes en première division qui normalement devraient être en deuxième et tu as des équipes en deuxième qui devraient être en troisième. Donc, forcément, la qualité des joueurs et la qualité des équipes Ouais, est ouais, moins bonne. ouais, C'est évident. Il y a un côté économique aussi. Chaque club, ici, tu sais, entre guillemets, il n'y a pas de gens qui viennent y mettre de l'argent dans le club. C'est ouais, entre on va en guillemets parce parler que ça après. On va en parler après, ouais. alors chaque équipe, tu as une petite équipe qui n'a pas les moyens pour être en première division, mais tu peux te trouver en première division. Aujourd'hui, si tu prends les 28 équipes, euh, c'est difficile à payer des bons joueurs parce que tu n'as pas la publicité, tu as beaucoup de choses que tu n'as pas pour payer bien à des bons joueurs. Et en Mhm. Et plus, la télé, par exemple, doit payer à 28 équipes, donc forcément que, ils payent moins. Donc après, tu as moins d'argent pour aller, pour avoir des bonnes équipes, pour jouer, par exemple, contre des équipes brésiliennes au niveau des Coupes c'est Libertadores. Tu as moins de revenus. Donc, Oui. ici, au pays, tout le monde est content, mais quand tu sors dehors, c'est beaucoup plus dur. Bah, d'ailleurs, oui, ça fait 5 ans, je crois que c'est le Brésil qui gagne la Copa Libertadores avec un de ses clubs. D'ailleurs, avec Saint-Germain, c'est- il avait gagné, c'était une des dernières fois. Il y a eu River après aussi, mais c'est rare quand Ouais. même Et ça va et en continuer, plus, normalement, ça va continuer comme ça. Mhm. c'est- ça va continuer parce que le Brésil, il fait venir des joueurs avec 27, 28 ans qui normalement ils jouent en Europe. Et l'Argentine ne peut pas payer un joueur comme ça. Le Brésil aujourd'hui le peut payer, peut le faire revenir Mhm. avec les mêmes contrats. Non, Ouais. possiblement, ce n'est pas les mêmes contrats, mais c'est un contrat très très haut que seulement tu peux gagner en Europe. Euh, Maintenant, tu peux le gagner à Brésil. Alors, ça, c'est une différence énorme. Si tu vois, Boca Juniors, il a joué la finale de la dernière Copa Libertadores. Mais les années précédentes, ils ont joué les deux équipes brésiliennes. Et après, tu joues la Copa Sudamericana. Et C'est comme l'UEFA, enfin la Ligue Europa. c'est comme à l'UEFA. Ouais. Et quand tu arrives à la finale, c'est Brésil. Brésil, et de temps en temps, il y a quelques équipes argentines ou équatoriennes, mais sinon, c'est Brésil. Tout le temps, c'est les quatre derrière, et tu te trouves, il y a trois Brésiliens et le reste. Ouais, Et comme ouais. ça, c'est difficile. C'est pour ça que la moyenne économique aujourd'hui pour l'Argentine, c'est dur et tu peux avoir de très bonnes équipes. Mais il y a un truc aussi important, donc on n'a pas expliqué aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que les clubs argentins, en fait, il faut expliquer que c'est comme le même système que le Barça ou le Real Madrid, par exemple, c'est-à-dire que le président est élu par les sociaux, par les membres du club. Par exemple, à River, il y a près de 200 000 sociaux, à Boca, ils sont 120 000, pour donner un ordre d'idée. Donc quand on est sociaux, on n'est pas forcément abonné, mais voilà, on est membre du club. Et justement, en ce moment, il y a un grand débat en Argentine pour savoir si on doit ouvrir les capitaux des clubs pour que ce soit comme des sociétés privées, comme c'est le cas en Europe. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire là-dessus, tous les deux. Moi, je pense que les nouveaux présidents qui viennent de gagner récemment au pays a l'idée de pouvoir mettre en place les sociétés anonymes sportives, mais moi, je pense que ça sera impossible ici en Argentine. Au niveau Non. supporters, les supporters, ils accepteront jamais ça. Ils vont sortir dans les rues, ils vont aller à chaque match se Toi, t'en penses manifester. Donc, quoi?
ici on peut dire la vérité, qu'est-ce qu'on pense, on ne doit pas mentir, c'est comme ça. Et il y a l'idée de mettre, il y a l'idée d'être société anonyme, mais aujourd'hui, les foot, les petites équipes, ils sont aidés pour les provinces, pour la mairie, pour, le- pour la politique. Mhm. Alors, les foot ne veut pas des gens qui mettent de l'argent, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui mettent de l'argent dans les clubs. Il y a Mhm. plein. Il y a plein de politiques, de politiciens, de, je sais pas, des sociétés. Mais c'est pour ça on est bizarre. On dit qu'on ne veut pas ça, mais la réalité, c'est qu'il Ça existe y a des déjà. clubs, ça existe. Il y a des, je sais pas, Santiago del Estero, c'est la Provence. Il y a beaucoup d'argent qui est la Provence. Mhm. C'est les maires qui mettent l'argent. Mais on ne peut pas le dire, Ouais. mais on le sait. Mais on ne veut pas la société anonyme. C'est l'Argentine. Basiquement, on est comme Mais ça. j'imagine que c'est plus dur, enfin, c'est quand même pas les mêmes investissements que si c'était, je sais pas, une grande marque de voiture ou sportive. Si, c'est pas le même argent, mais il y a des clubs qui sont avantagés pour ça. Mais on ne Mhm. le dit pas. Et en tous les cas, on est, comme tu l'as bien marqué, les clubs son sociedades sin fines de lucro. Tu peux Donc sans but l'expliquer? lucratif, ouais. Des Oui. sociétés sans but Euh, lucratif. il y a personne qui va en prison. Alors, il y a personne qui va en prison. Alors, il peut signer des chèques, il peut te donner un contrat très, très, très grand que je sais que tu ne vas pas le recevoir, que le Mhm. club, tu ne vas pas te le payer, mais tu le signes. Et le club, tu signes. Et le club, il peut y aller en default, mais personne ne va en prison. Alors, si tu mets une société anonyme, chacun va être responsable. Mhm. Et c'est toi qui dois répondre avec les choses que tu fais dans le club. Maintenant, il n'y a personne qui répond dans un club. Alors, même si, comme a dit Mauro, euh, les supporters ne veulent pas les sociétés anonymes, mais les dirigeants non plus. Parce que sinon, Mhm. si un dirigeant doit mettre sa signature, son nom devant toutes les choses qu'ils font dans les clubs, et c'est compliqué. Ok, donc ça C'est pour devrait ça rester comme ça. on Donc, est bizarre. C'est ouais. pour ça qu'on joue comme la société et on est habitué. On est habitué à ça et continuellement on voit des choses qu'on peut pas comprendre, mais ça passe. Mhm. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des académies, enfin des centres de formation, comment ça fonctionne en Argentine? En fait, par rapport à les centres de formation, l'avantage qu'on a carrément, c'est qu'on continue à sortir des joueurs. Euh, Partout où tu vas, tu trouves de bons joueurs, de bons enfants qui ont des qualités. Après, il y a des clubs qui travaillent très bien à ce niveau-là, il y a d'autres qui le font moins bien. Mhm. Mais il y a tellement de joueurs à choisir que même en faisant les choses mal, tu finis par avoir de bons joueurs en première division. Mais c'est vrai que les clubs qui travaillent bien réussissent quand même à avoir de très bons qu'ils finissent tous ensuite en Europe. Et on a les cas, notamment avec les joueurs qui jouent en ce moment en équipe d'Argentine et qui sont dans les clubs les plus importants au monde, que ce soit McAllister à Liverpool o Enzo Fernández a Chelsea, Julián Álvarez a Manchester City. Donc, ce sont des joueurs qui ont été bien formés parce qu'ils ont eu la chance d'être dans un bon club. Mais encore une fois, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Tous Mhm. les clubs pourraient faire beaucoup mieux. Sí. Et Sí, on a, pardon Flo, mais vas-y, vas-y. aujourd'hui on a une particularité qu'on n'avait pas avant, que si tu regardes l'équipe moins 20 ou la sub-23, c'est l'équipe qui va y aller en Jeux olympiques, euh, les meilleurs joueurs de cette sélection, ils sont nés en Europe. Mhm. Alors c'est une particularité qu'avant on n'avait pas, mais c'est à cause des problèmes économiques de l'Argentine qui
Il y a beaucoup de gens qui sont émigrés et qui, bon, ils sont nés là-bas. Garnacho, Soule, Nico Paz. Nico Paz, c'est des joueurs qui sont là-bas, qui sont nés là-bas, ils sont à notre culture, ou qui sont partis à 12, 13 ans. Avant, on n'avait pas ça, mais maintenant, ça c'est quelque chose de très bon qui a fait la fédération, c'est de faire un scouting en Europe. Aujourd'hui, on a... Excuse-moi, je te coupe 2 secondes parce que j'aimerais bien d'abord qu'on parle un petit peu des clubs si ça t'embête pas. Après, en fait, je vois ce dont tu parles, on en parlera après parce que il y a toute une partie sur la Sí, fédération. Et tu parles, oui, du département de scouting qu'a mis en place Roméo avec Juan Tassi. sí, Ah ouais, bah, sí. ouais, c'était un des points que je voulais voir avec vous après. Mais avant de parler de ça, peut-être avant de parler de ce que fait la fédération, vous avez tous les deux grandi dans des clubs et travaillé avec des clubs comme Newell's et Central, qui sont et même aussi, tu as travaillé avec San Lorenzo, Mauro, qui sont des clubs formateurs historiquement. Et Sí. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un peu comment ça fonctionne? Quelle est la particularité des centres de formation des clubs en Argentine? Comment ils recrutent aussi la détection des jeunes? Est-ce que c'est des jeunes que de la région ou comment on arrive à ramener des jeunes de toute l'Argentine en fait pour être sûr de ne pas passer à En côté? fait, Voilà. oui, en fait à Rosario, tout ce qui est autour de Rosario, on va dire 200 km autour de Rosario, je pense que c'est l'endroit où tu trouves le plus de joueurs de football. Tu n'as pas besoin de faire 1000 km pour aller chercher ailleurs. Et même à un moment donné, en équipe nationale, il y avait sur les 11 titulaires, 5 ou 6 étaient de cette région-là. Et le reste sont à Buenos Aires en général. Et donc, Rosario et Newell's aussi, pendant beaucoup de temps, ils faisaient beaucoup de voyages et de kilomètres pour aller chercher des joueurs partout, on va dire, au pays. Mais en sachant que l'Argentine, c'est un pays très grand. Et, et il faut faire beaucoup de kilomètres peut-être pour aller trouver un joueur tous les 3 ans. Donc, dans le cas de Rosario, je pense que Newell's un petit peu aussi. Ils ont commencé à faire beaucoup plus attention à ce qu'il y avait autour de la ville, autour de Rosario. Et en ce moment, en centre de formation, et encore une fois, je parle beaucoup plus sur Rosario parce que je connais bien, ben, ils font attention à que les joueurs qui sont de la région ne partent pas ailleurs, on va dire. Et donc, en général, on voit de plus en plus des joueurs qui débutent en première division et qui sont nés soit à Rosario, soit aux alentours. Et ils ont fait beaucoup d'attention à ça, en fait. Sí, y après tu as les scouting de River, Vélez, Lanús, que c'est les équipes très très fortes en gens, ils viennent faire le scouting à Rosario. Newell's, Newell's y Rosario Central, ils ont perdu pendant des années la force qu'ils avaient à l'époque. Je raconte une petite histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Grifa. Lui, il a été joueur à Atlético Madrid, il est revenu à Rosario, il était joueur de Newell's, et c'est lui qui a commencé les scouting à l'époque, en disant, il a fait les scouting, il était allé chercher les joueurs pour toute l'Argentine. Rosario Central, il a pris la même façon, ils sont très, très forts. Et après, l'économique, les décisions du président, ils ont perdu des terrains. Et les équipes de Buenos Aires qui sont beaucoup plus forts économiquement, ils sont venus à Rosario. Et aujourd'hui, ils viennent, ils font le scouting, ils s'achètent des joueurs très, très jeunes. Il y a beaucoup d'argent dans les petits joueurs, beaucoup d'argent. Ça, ça a changé beaucoup, tout ça. C'est difficile d'être compétitif avec les équipes comme Vélez Sarsfield, Lanús, River, Boca, qui viennent et t'achètent un joueur de... On dit ça, mais on ne sait pas. On sait que ça, c'est pas normal et on sait que c'est pas la loi, mais s'achètent les joueurs. Ils viennent, ils s'achètent des joueurs pour faire leur joueur à River et à Boca. Et ça, c'est une complication, mais ça fonctionne comme ça, les scouting aujourd'hui en Argentine, pour les joueurs de 10, 11, 12, 13 et 14 ans. En fait, tu veux dire qu'ils attirent les parents en leur donnant des avantages C'est, ou des choses comme ça? c'est,
c'est ça. C'est un nouveau marché. Aujourd'hui, comme avec les marchés, ça a changé. L'Europe, aujourd'hui, vient, ils t'achètent un joueur de 15, 16, 17 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'Argentine, il a perdu de qualité. Ils préfèrent prendre le joueur, peut le rentrer dans, je sais pas, en Espagne, en Italie, en France ou en Angleterre, et finaliser la formation. Alors, pourquoi? Parce qu'ils puissent contrôler plein de choses. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu comment ça se passe en Argentine, les joueurs de 7, 18, 19 ans, c'était beaucoup plus dur de jouer les premiers matchs en première division et de continuer une ligne, et d'être titulaire et d'avancer. Euh, je pense qu'on a perdu qualité en ça et ces choses-là, ça commence à changer. Aujourd'hui, c'est pour ça que la formation, ça a changé beaucoup en Argentine. Avant, je vous disais, c'est nous qu'on doit prendre de vous maintenant, parce que la France est la meilleure formation au monde aujourd'hui, à mon critère. Ouais. Pourquoi? Parce ils ont trouvé euh, les choses qu'on avait nous avant. Nous, on jouait beaucoup sur la roue. Aujourd'hui, c'est difficile que tu trouves beaucoup de joueurs qui jouent à la roue, qui jouent 8 heures ou 7 heures au football. Maintenant, on joue que seulement dans le temps qu'on va au centre de formation. Mhm. Et ça, c'est beaucoup moins. Et la France, elle a trouvé, avec les centres de formation qui sont, euh, ils ont trouvé une façon de faire prendre les joueurs et surtout de donner beaucoup de choses dans la tête. Mhm. Aujourd'hui, tu vois comme un joueur de 18 ans, 19, il comprend le foot. Maintenant, nous, on l'avait, mais on a perdu tout ça. On n'a pas changé. Comme on l'a dit Mauro, euh, on continue à sortir de joueurs. On continue. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a il y a de la matière première, il y a une culture. Si, mais ce n'est pas comme avant. Ça a changé beaucoup. Là, il y a Pierre qui écrivait qu'est tal les potreros? On en est où? Est-ce qu'il y a toujours le potrero? Donc, c'est le terrain vague où va aller jouer les Argentins. Voilà, Maradona, par exemple, ou Tevez, c'est le joueur typique du potrero qui a été formé sur le terrain vague à côté de la maison et qui, effectivement, quand il sort de l'école ou quand ils allaient à l'école, mais jouer des heures et des heures sur le terrain vague. Est-ce que ça a un peu disparu, le potrero? Ouais, ça a disparu en fait. Peut-être dans les bidonvilles et tout ça, tu le retrouves encore. Tu retrouves Mhm. encore ça. Mais après, la classe moyenne, qu'avant, ils jouaient tous sur la rue, là, tu n'en as plus ça. Tu n'en Ouais. as plus des gens de classe moyenne qui sortent jouer dans la rue, il y en a plus. Ça a disparu Non. complètement. Dans les bidonvilles, oui, tu le retrouves. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de là, mais après, ils ont du mal à pouvoir s'insérer en ce qui est le monde professionnel parce C'est ils ont des problèmes d'éducation, des problèmes de croissance, des problèmes de nutrition. Donc, avant, tu l'avais, les mecs qui jouaient dans la rue, mais c'était des gens de classe moyenne qui avaient tout ça, qui avaient l'éducation, il y avait la nutrition, il y avait plein de choses autour qui accompagnaient. Là, tu l'as plus ça. Euh, Et, Soit tu as une chose, soit tu as l'autre. Tu n'as pas les deux en même temps. et on parlait de Newell's et de Central, qui sont deux écoles assez reconnues. C'est quoi un peu les spécificités de l'un et l'autre? Vous pouvez me dire de vos clubs. Voilà, on sait que par exemple Newell's, ils ont formé Valdano, Batistuta, et après toute la génération d'entraîneurs qu'on voit aujourd'hui qui sont passés entre les mains de Bielsa, Martino, Pochettino, Heinz, tout ça, c'est des joueurs qui sont passés entre les mains de Bielsa. Et pareil, à Central, voilà, on en connaît aussi pas mal. Il y a eu Di Maria, il y a eu Lo Celso qui sont arrivés en France. C'est quoi un peu les spécificités de chaque école? Moi, je pense que Newell's a une école qui est plus marquée, notamment par rapport à Bielsa, qui a réussi déjà, Lucas avant parlait de Griffa, qui était qui a toujours été quelqu'un d'important pour l'histoire de Newell's. Et le mentor Et, de Bielsa, justement. exactement, exactement. Et ensuite, Bielsa qui a continué et a réussi quand même à donner une image ou laisser une image pour tout le monde. Et
Et tous ceux qui ont sorti des Newells derrière, ils sont continués derrière cette image. Et du côté de Rosario, peut-être qu'il y a pas un référent comme ça aussi fort que Bielsa. Et si je pense qu'on a réussi à sortir de très bons joueurs et ça continue toujours à être le cas en ce moment, mais pas en ayant une image de quelqu'un à suivre. On a eu à l'époque un entraîneur qui a marqué l'époque à Rosario, que c'est Angel Sof, mais qui n'a pas laissé, je sais pas, il n'a pas laissé Ouais. la même Pero, image que. mais il était formé à Newell's, Mauro. Il a commencé à Newell's. Il a commencé à Newell's, il a raison. Sí, Il a raison. sí, sí. Il a commencé à Newell's dans les années 60, 65, 70. Mais ensuite Rosario n'a pas cette ligne comme à Newell's, par exemple. Et ce serait quoi la ligne de Newell's alors, Lucas? Je sais pas, je ne peux pas expliquer pourquoi ça fait comme ça. Je ne peux pas expliquer, mais je pense que à l'époque de Griffa, il a commencé à former les 7 joueurs. Il a commencé à former comme entraîneur. Et après, Bielsa, il a marqué l'époque, même quand il était entraîneur en el centre de formation, et après quand il était entraîneur en première division. Euh, je sais pas, je ne peux pas expliquer pourquoi il y a autant de joueurs qui sont aujourd'hui entraîneurs et qui ils ont eu la réussite d'être très forts. Berizzo, Pochettino, Martino, bueno, même aujourd'hui Gavi, je sais pas, il y a beaucoup d'entraîneurs de l'école de Newell's. Je pense que en mon cas, je peux t'expliquer, c'est pour la passion qui nous a donné l'époque de centre de formation. Cette passion qu'on a eu dedans, il nous a permis de regarder le foot d'autre façon. La plupart des joueurs ou d'entraîneurs qu'il y a dans le monde, ils regardent tout le temps Newell's. Et c'est une façon de vivre. Et alors, ça a été à partir de Griffa et tout le monde il a fait quelque chose de petit pour continuer ça. Ouais. Aujourd'hui, Rosario Central, il y a 10 ans à peu près, qui sont beaucoup plus forts en centre de formation que nous, parce qu'ils ont trouvé, comme l'a dit Mauro, ils ont trouvé, ils ont compris qu'autour de Rosario, il faut faire le scouting. Et la même chose qu'on a vu, nous, pendant l'histoire, Central va le vivre d'ici dans les prochains 10-15 ans. Ouais. Pourquoi? Parce ils ont trouvé Di Maria, qui a fait beaucoup de temps qu'il joue, Mauro qui l'a retourné au club, Lo Celso, et plein de joueurs qui viennent de sortir maintenant. Ils vont retourner à Central avec un entraîneur comme aujourd'hui, comme il est à Central aujourd'hui, que c'est Rousseau. Il va faire la même chose que Newell's à l'époque. Mais je ne sais pas pourquoi ça se passe. C'est des gens qui transmettent à les autres. Et après, c'est la passion pour la ville, pour les clubs, pour plein de choses. Ouais. Bah, Griffa, ce qu'on peut expliquer, voilà, qui a été le maestro un peu de Bielsa, avec tous les deux, ils racontaient qu'ils partaient en voiture et ils ont quadrillé ce qu'on appelle l'intérieur du pays, qui est en gros tout ce qui n'est pas Buenos Aires. Ils ont quadrillé et ils sont partis. En fait, ils avaient une carte de l'Argentine et ils divisaient en zones. Et ils allaient voir pendant des semaines et des semaines. Ils faisaient des allers-retours entre Rosario et la province pour aller observer des joueurs. Il y a une anecdote avec Mauricio Pochettino où il l'avait vu jouer, mais voilà, ils ont conduit toute la journée pour arriver chez lui. Ils sont arrivés, il était couché et ils ont quand même sonné chez ses parents, tous les deux, et les parents ont fini par ouvrir. Et ils ont demandé à aller le voir alors qu'il dormait. Et apparemment, Bielsa aurait soulevé la couette de Mauricio pour dire ah oui, c'est un sacré joueur. Et voilà, en voyant ses jambes, disant il a vraiment des jambes de footballeur. Et c'est comme ça qu'il aurait décidé de le recruter alors qu'il l'avait vu jouer qu'une fois. Et c'est ça qui l'aurait convaincu. Mais c'est un peu les premiers à être autant comme ça dans ce système de détection et de vraiment parcourir le pays. Et aussi, peut-être, je ne sais pas,
il y a ce sens du détail, de l'automatisation à l'entraînement, de répéter les mêmes gestes, les mêmes actions plusieurs fois. On a eu Bielsa aussi, ensuite qui a été à Marseille, qui a été suivi par Sampaoli aussi, qui suit un peu sa philosophie. Et il y a cette volonté de mécaniser un peu les mouvements. Et voilà, Bielsa, il laisse comme la liberté, notamment au numéro 10, de faire un petit peu, de créer. Mais il y a une manière d'automatiser un peu et de travailler le moindre détail, non? Un peu. Je ne sais pas si tu es d'accord. Euh, à mon époque, quand j'étais à un centre de formation, chaque année, chaque fin d'année, on avait 15 jours, tout le temps. Notre équipe de Newell's, de 17, 18, 19 ans, 15, 14, on jouait tous les jours, tous les matins, des matchs contre plein des équipes qui venaient à Newell's à jouer pour voir les joueurs. C'était terrible. Tu avais l'équipe du nord de l'Argentine, du sud. Tout le temps, on jouait et on jouait notre poste. Tu sais, parce que s'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, tu joues les postes. Et ça, je crois que c'était la meilleure façon d'être plus compétitif. Parce qu'à l'époque, que Newell, c'était une des premières équipes à faire le scouting, il y avait les meilleurs joueurs de l'Argentine. Hein? Et quand tu trouves tous les joueurs qui compitent, qui font la compétition pour un poste, tu arrives à être meilleur. Alors, c'est ça qui faisait Griffa. Il y avait tellement de bons joueurs être compétitif pour toi, et donner à mon coéquipier la même façon pour lui et pour l'autre. Après, chaque entraîneur fait entraîner comme tu l'as dit. Hein, Bielsa, il y a une façon d'entraîner qui est différente. Mais être compétitif en centre de formation, c'est la façon de faire sortir les meilleurs joueurs possibles. Et aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un peu, on va passer à un autre volet, comment fonctionnent les compétitions de jeunes, le football, ce qu'on appelle le football de base. Vous savez un petit peu comment ça marche en Argentine? Oui, en fait, Si tu gagnes, bon. ça va un peu en fonction aussi de lo que l'équipe première, ça change aussi. Ce n'est pas toujours pareil. Mais la compétition, c'est à niveau national, en fait. Tu, tu compites contre toutes les autres équipes qui sont en première division et tu joues un championnat. En fait, c'est pas par région, comme c'est peut-être en France, que tu joues, ça dépend de la région. Ici, dès 14 ans, dès que tu as 14 ans, tu commences à jouer contre tous. Ouais. Et même un petit peu avant, à Buenos Aires, ils jouent entre eux dès l'âge de 11 ans, je crois. Mais tout le reste du pays, au-delà de Rosario et Newell's, qui les deux jouent quand même à partir de 11 ans avec les équipes de Buenos Aires, sinon tout le reste du pays commence à jouer à partir de 14 ans. Parce Dans ce qu'avant, qu'on appelle... c'est un peu le futsal, le baby football, c'est ça? On joue pas tout de suite au foot à 11, non? Le futsal, en fait, c'est plus à Buenos Aires. À Rosario, nous, on joue sur pelouse quand même. Okay. On joue 7 contre 7. C'est ce qu'on appelle les baby. Et ça, tu joues de l'âge de 6 ans à peu près jusqu'à l'âge de 12 ans, avant d'aller jouer dans les terrains de 11. Okay. Et chez nous c'est terrain pelouse et 7 contre 7. À Buenos Aires, il y a plus qui jouent sur le terrain, pas sur la pelouse en fait, sur des parquets et 5 contre 5. Ouais, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai consulté mes sources à la FA, à la fédération. Alors, il m'expliquait, donc en fait, effectivement, ça commence vraiment, entre guillemets, on rentre un peu dans l'antichambre du vrai foot, entre guillemets, à 14 ans avec ce qu'on appelle la novena, qui est la 9e division. Et après, 8e division, c'est les moins de 15, 7e, moins de 16, 6e, c'est les moins de 17, 5e division, moins de 18 ans, et ensuite 4e division, les moins de 20 ans. Et après, en fait, c'est la réserve de l'équipe première, en fait. C'est ça? C'est ça, tu as 6 divisions et après l'équipe réserve. Ok, Ouais. ok. Et donc, du coup, en fait, ce que me disaient les gens à la fin, c'est qu'on se retrouve à avoir de la 4e division à la 9e, donc entre 14 et 20 ans,
on a plus de 25 000 jeunes qui jouent tous les week-ends dans le pays. Ça fait à peu près 400 matchs. Donc voilà, c'est un petit peu l'antichambre des futurs cracks qu'on va avoir ensuite explosés en première division. Est-ce que vous avez eu l'occasion un petit peu de suivre ces championnats, d'aller voir des matchs? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation, du niveau? Euh, moi, je vais de temps en temps voir des matchs, oui. Et le niveau est bon quand même. Le niveau est intéressant, notamment quand tu vas voir des gens de 14, 15, 16 ans. Tu vois quand même des joueurs différents. Après, ensuite, quand tu commences à voir les divisions plus âgées, à partir de 16, 17 ans, c'est qu'ils sont très bons. Ils vont déjà s'entraîner avec l'équipe réserve ou ils vont s'entraîner avec l'équipe première. Donc, tu commences à voir que euh, à partir de 16, 17 ans, tu vois moins de bons joueurs au centre de formation parce qu'ils sont déjà partis dans des premières équipes, surtout qu'ici en Argentine, tu es toujours pressé pour faire débuter des jeunes joueurs. Donc, Mhm. mais le niveau est bon quand même. Tu trouves toujours de bons joueurs, quel que soit les matchs. J'ai une question. L'équipe réserve joue juste avant l'équipe première. Ils suivent le Non. championnat des premiers. Non, non, C'est décorrélé. maintenant non. Maintenant, ils ont fait un championnat à part. Ils jouent maintenant, ça joue 2 jours avant le match. Bon, ça change parce que nous, maintenant, on joue tous les semaines, dimanche, mercredi. Le championnat de réserve, il y a un autre ligne. Ça joue Oui, différemment. un autre calendrier, oui. Oui. C'est aujourd'hui. L'année dernière, ça a été, ils jouaient avec les mêmes équipes qui jouaient la première division, mais 2 jours avant, vendredi. Tous les vendredis, ça jouait. Maintenant, ça a changé une autre fois. Moi, j'ai une question ici que Philippe Breteau pose. Je vais la poser un peu différemment. Aujourd'hui, s'il y a un formateur français qui arrive en Argentine, il arrive dans un des clubs, il serait choqué par quoi? Comment ça se passe? En tout cas, vous voyez la différence sur comment travaillent les jeunes ou même l'équipe pro en France. Il verrait quoi dans ces clubs en Argentine où vous dites qu'il y a une grande qualité quand même des jeunes chez les formateurs? Est-ce qu'il y a des petites particularités de cet apprentissage? C'est, Mm. il y a une. À mon avis, il y a une. Je ne sais pas si Mauro va être d'accord. Mais les seules choses qui importent dans la formation, c'est gagner. Et Alors, tu vois, au niveau de l'engagement, tu vois quand même que c'est, c'est, c'est et énorme. autour des terrains, les parents et tout ça, c'est les seules choses qui tu vois que ça va changer par rapport à la France, c'est que les buts, c'est grité comme si c'était le but de la finale de la Crier. Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Et pour toi, c'est Euh, bien cette compétitivité? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose plutôt? des fois, oui, ça sert à beaucoup de choses, mais Ça se fait au détriment peut-être de la formation, tu penses? oui, c'est un plus. Ça doit être un plus tout le temps parce qu'il faut toujours jouer pour gagner. Hmm. Mais c'est pas, ça peut pas être la seule chose. Bah, surtout Ça peut quand pas peut-être être la en seule chose. pré-formation, d'abord, peut-être il faut d'abord les préceptes de jeu et après gagner. C'est, mais aujourd'hui, c'est normalement, c'est tout le temps, on tourne sur la même chose, la question économique. Les entraîneurs le centre de formation, ils sont pas très bien payés. Alors, les entraîneurs des centres de formation, eux aussi, ils veulent aller en première division. Tout le monde veut aller en première division. Alors, la seule chose que tu as normalement qui te fait voir pour tout le monde, c'est gagner. Si tu gagnes, tu es champion et euh, c'est ton nom qui prend un petit peu la lumière. Alors, Mhm. nous, on a la gagne. On est arrivé en France. Bon, je pense pour Mauro aussi, c'est la même chose. On est arrivé et la première chose qu'ils te disent quand tu es argentin, tu as la grinta, tu as la gagne. Et oui, on a ça. C'est quelque chose de très bon. Ouais. Mais dans la formation, il faut mélanger. Mais il faut mélanger. La France aussi, aujourd'hui, ils sont arrivés à donner tout ça. Et nous, on a perdu la qualité d'entraîneur
de bien jouer parce qu'on pense seulement à gagner. Mauro, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Si, c'est ça en fait. Ça a un côté positif, logiquement, parce que, comme Luca il dit, les Argentins, on a cette image de la grinta tout le temps, et tous les joueurs qui vont en Europe, en général, vont avec ça. Et ça, logiquement, on n'est pas, on n'est pas né avec ça. C'est-à-dire, on le vit jour à jour à l'entraînement, au match, et à toute la formation. Tu te formes comme ça, avec ça, donc tu deviens quelqu'un qui gagné devient le plus important tout le temps. C'est positif, oui, mais logiquement, il y a des côtés négatifs qui viennent avec cette folie avec laquelle on vit tout le temps. Mais on revient à ce qu'a dit Lucas au départ. On joue comme on vit. Et on est un pays qu'on vit comme des fous et on joue comme des fous aussi. Donc c'est un peu, c'est quelque part logique. Et vous avez senti quand vous êtes arrivé en France justement un retard dans votre formation, vous qui êtes devenu en plus quand même assez jeune, dans tout ce qui est méthodologie, concept de jeu. Je sais pas, moi je suis arrivé très jeune quand même. Mm. Je suis arrivé à 19 ans, donc je devais quand même finir un peu ma formation. À 19 ans, comme joueur, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je suis arrivé à Nantes aussi, que c'est un club qui avait une culture de la formation aussi très forte et une culture du jeu très fort. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans mes années à Nantes. Mais j'ai noté que ça manquait le côté grinta, si tu veux. Il y avait un côté bien joué au football, mais moi, aux entraînements, je voulais gagner les petits matchs qu'on faisait aux entraînements et les autres cherchaient à bien jouer. Donc, je pense qu'il y avait un côté qui était très bien et peut-être qu'il manquait autre chose. Et, mais bon, l'idéal, c'est avoir tous les deux, quoi. Si tu as tous les deux, t'es champion du monde, quoi. Et avant de laisser la parole pour poser des questions, il y a deux volets que je voulais aborder avec vous. Lucas s'était déjà un petit peu avancé sur la place de l'AFA tout d'abord. J'ai fait mes petites recherches et en fait, je me suis rendu compte qu'en 2017, il y a eu la mise en place d'un programme qui s'appelle AFA 360 avec deux ou trois axes fondamentaux qui est effectivement de mettre en place un système de sélection évidemment au niveau national, à tous les niveaux, U15, U17, U20, etc. Mais aussi au niveau régional, avec des sélections régionales qui viennent nourrir la sélection nationale, avec le but justement de peut-être pour lutter contre juste la gagne, enfin en tout cas c'est écrit dans les statuts de l'AFA, de former des joueurs intelligents, autonomes, créatifs et responsables de leur progression et qui doivent surtout maîtriser certains principes de jeu. C'est assez intéressant parce que du coup, dans le programme qui est développé, alors je ne sais pas, après vous allez me dire si vous pensez que c'est mis en place, mais d'abord en U13, on essaie surtout de développer des principes de jeu individuels, de former vraiment un joueur. Ensuite, en U15, on apprend à jouer avec moins de temps de réaction, donc avec la pression de l'adversaire, à jouer plus rapidement, à réfléchir et à décider plus rapidement. Ensuite, en U17, on perfectionne les principes de jeu collectif. Et en U20, on essaie de maîtriser les principes de jeu de la sélection, parce qu'il y a effectivement une idée générale qui vient de la sélection de Scaloni. Après, on a Marcelano qui s'occupe des U20, Placente avec les U17, Aymar avec les U15. Donc, il y a une idée commune. On essaie vraiment que les différentes catégories jouent ensemble. Et juste avant de vous laisser la parole, je voyais aussi qu'un des piliers, c'était le modèle minimum de formation. C'est comme ça qu'il est dénommé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qui sont à remplir par les clubs au sein de leur sorte de formation et des catégories de jeunes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous expliquer ça. Et ensuite, la troisième chose importante, le troisième volet, c'est qu'il y ait un aller-retour permanent entre les clubs et la fédération. Parce qu'il y a souvent en fait, des jeunes, on va en parler après, mais qui viennent 3 jours par semaine, du lundi au mercredi, s'entraîner avec la sélection à l'AFA, au centre d'entraînement d'Essaysa, qui s'appelle aujourd'hui Messi, Léo Messi, et qui partagent leur semaine entre le club et la sélection. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez réagir un peu à ça, si vous avez des choses à apporter.
Oui, au niveau de la charte qui sont écrits, je ne sais pas s'il y a tout ça qui se respecte et si c'est exactement comme c'est écrit. Et par contre je sais que ça travaille bien au niveau équipe nationale en ce moment, et équipe des jeunes notamment, ça travaille très bien. Tu as une particularité, tous ces anciens joueurs que tu as nommés qui travaillent aujourd'hui au moins Sí, 15, moins 17, moins 20, et même en équipe majeure avec Scaloni, ils sont tous passés par l'école de Peckerman. Et que Peckerman, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en équipe des jeunes et Qui que était ton oui, lui, sélectionneur aussi quand tu as gagné le mondial 2001, moins 20. au moins 20, oui. Oui. Et lui, il a laissé une idée, et lui, il a fait un peu, comme on parlait tout à sí, l'heure de Bielsa à Newell's, mais on peut parler de Peckerman en équipe nationale. Il a quand même laissé une image. Comme Et Cruyff un lui, peu au Barça, on pourrait dire. oui, mais plus qu'au niveau du jeu, au niveau des principes, au nivel d'idée, oui, au niveau des idées, au niveau de comment il fallait être comme sí, professionnel, plus ça qu'au niveau sí, au niveau du jeu, si tu veux. Même si au niveau du jeu, sí, les équipes jouaient très bien et ils Sur gagnaient. la vie en groupe, de respecter sí. ses Le respect pour le respect pour partenaires, le maillot de le la sélection maillot. argentine, Exact. le respect pour être en AFA, le respect pour avoir, pour être un joueur de sélection, même si tu es jeune, tu dois respecter, tu dois faire les choses en ton club comme joueur de sélection, Tu être représentes l'équipe nationale, correct, oui. tu représentes ton équipe nationale, même si tu joues le samedi dans les centres de formation de ton club. Ça, c'était quelque chose qu'aujourd'hui, avec Romeo, Bernardo Romeo, c'est le manager de la sélection de jeunes. Maintenant, il est le manager de la sélection générale. Mais Romeo, c'est qui est dedans avec Placente, Omen, Pablito Aymar, il est adjoint de Léo, mais c'est la Ouais, meilleure chose Roméo, qu'on a c'était aussi aujourd'hui. un joueur. Il a gagné en Malaisie en 97 la Coupe du Monde des moins de 20 ans aussi. Si, Donc oui. c'est aussi Et un c'est, enfant de Peckerman, entre guillemets. si, tous ces entraîneurs qu'on a aujourd'hui dans les sélections argentines sont tous de la même âge. Ils sont 78, 79, sont tous joués ensemble. Mhm. C'est une même idée eux, ils vont vivre dans la sélection. Et eux, ils le Ouais. transmettent dedans. Ça, c'est la meilleure chose qu'on a aujourd'hui dans l'Argentine. Toi, tu connais Dans bien les en plus foot. parce que c'est avec Peckerman quand tu étais en sélection. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette méthode Peckerman? Non, Mauro, il l'a expliqué très bien. Il a donné une idée, un respect pour les coéquipiers, pour la sélection. Euh, il nous a donné la façon d'être joueur de sélection. Et aujourd'hui, si tu écoutes une interview de Scaloni, euh, tu vas, tu écoutes tout le temps le respect pour venir à la sélection argentine, le respect pour, tu ne viens pas à jouer titulaire, tu viens à la sélection argentine, tu représentes les maillots et tu dois être un professionnel. Et c'est ça qui, à partir de Scaloni et de Romeo de Placente, tu le vois tout le temps dans la sélection des jeunes aussi. Ouais, ouais. Et comment donc ça fonctionne j'ai essayé d'expliquer un petit peu, mais c'est vrai que les moins de 15 et les moins de 17 surtout, qui sont pour la plupart qui vivent et qui jouent en Argentine, partagent leur temps entre la sélection, le club, ils font des entraînements de temps en temps avec ça et de temps en temps avec leur club. Sí. Chaque week-end, il y a une liste pour les jeunes joueurs. Et le lundi, mardi, mercredi, ils s'entraînent en AFA et après, ils retournent dans son équipe. Ça a été tout le temps, même à notre époque. Ouais. Oui, oui, on Nous, l'a vécu aussi. Oui. si, Ça, on c'est a une passé la chance même chose. extraordinaire d'avoir des jeunes comme ça parce que en France, si je ne me trompe pas, il y a des rassemblements sur certaines périodes. Là, les joueurs, ils se voient toute l'année, ils travaillent ensemble toute l'année, donc ça crée des automatismes assez impressionnants, j'imagine. Oui, Si, oui, ça te après, permet. Tout à si, l'heure, tu si. parlais de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et nous, il y a eu beaucoup de ces joueurs qui ont été à la Coupe du Monde.
qu'on a passé presque un an entier à s'entraîner de lundi au mercredi Sí. ensemble. Donc, on avait quand même un avantage, on se connaissait bien. Je ne dis pas que c'était comme un club, mais on avait beaucoup d'entraînements ensemble, on avait beaucoup de temps ensemble. Et ça après, quand tu vas jouer, logiquement, ça fait une différence. Ouais, ouais. Et, D'ailleurs, bah, et il y a les, pardon Lucas, il y a sí, les U17 qui vont être à Montaigu, à côté de Nantes, pour ceux que ça intéresse et qui sont dans le coin. J'étais avec Diego Placente il n'y a pas longtemps en Argentine. Il me disait que voilà, du 25 mars au 1er avril, il y a les U17 argentins qui seront au tournoi de Montaigu, qui est un tournoi en France très réputé. Et les U20 sont en train de préparer en ce moment la Coupe du Monde qui aura lieu au Chili en 2025. Et peut-être qu'ils seront aussi au tournoi Maurice Revello, qui était l'ancien tournoi de Toulon. Voilà, pardon Lucas, à toi. no, no, seulement que, comme il a dit Mauro, ils sont passés un an, mais c'est pas tout le temps la même liste. Tu dois être bon tous Mhm. les week-ends, tu dois être soutenir ton niveau, tu dois être compétitif tout le temps parce que la liste, ça change systématiquement tous les week-ends. Alors, c'est autre chose où ils cherchent que tu, tu puisses donner ton maximum tout le temps. Parce que sinon, il y a un autre. Alors, ça, c'est Donc ça crée la une élite, ça compétitivité. crée un groupe très compétitif. C'est, Mauro, je ne sais pas, à mon époque, la sub 23, on a, je sais pas, j'ai passé 10 mois et je n'étais pas allé à le pré-olympique. Mais on a eu, je ne sais pas, 90 joueurs. Je ne sais pas combien on était tout le temps. Après, tu as toujours un cercle tout petit qui va tout le temps. Mais le reste, ça change. Ça, c'est quelque chose qui donne la compétitivité. Ouais. Euh, On peut peut-être, parce qu'avant d'arriver peut-être sur les questions, on pourra laisser aussi prendre la parole. Il y a le foot féminin. voilà. J'ai une question aussi, mais je sais que tu voulais en parler. Ouais, ouais. Parce que voilà, c'est comme on dit, il y a une vraie culture foot. Et donc, bien sûr, culture foot est énorme dans le foot féminin, chez les filles, les femmes en Argentine. Beaucoup de retard dans l'organisation de ce foot-là, mais bon, Mhm. il y a du niveau. Et aujourd'hui, comment on en est où? Je ne sais pas si vous ou en tout cas Florent peuvent nous parler un peu de aujourd'hui, comment ça se développe dans les clubs. Juste peut-être une petite intro et après je vous laisse la parole, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, sachant à quel point l'Argentine est une puissance du football, que sa sélection féminine, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était quand même très en retard. On est au-delà de la 20e place du classement FIFA. Et pourtant, voilà, le foot en Argentine touche tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. Mais voilà, la FA et les clubs ont peut-être pas investi. Je parle pas seulement d'argent, mais voilà, en général, sur le foot féminin pendant des années. Et en parlant un petit peu avec les responsables de la section féminine de la FA, ils me disaient qu'il y avait vraiment une prise de conscience et un changement à partir de la Coupe du Monde 2019 qui s'est jouée en France et où l'Argentine avait fait notamment un match nul contre le Japon. Mais on est encore très loin du Brésil, qui est pour le coup une puissance du foot mondial au niveau féminin également. Mais depuis quelques années, il y a une professionnalisation, il y a une mise en place, il y a des vrais salaires qui sont distribués aux joueuses, il y a une protection sociale. Il y avait notamment pour les joueuses qui étaient enceintes ou, voilà, ou qui étaient blessées, il n'y avait pas de protection sociale. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles s'arrêtaient de jouer, elles n'étaient même plus indemnisées. Et voilà, on commence à avoir un public. Depuis pas longtemps, il y a un championnat professionnel qui s'est mis en place. On retrouve un peu les mêmes clubs historiques qu'on connaît déjà. Et puis maintenant aussi, il y a des journées de détection et d'observation dans tout le pays, qu'il faut quand même rappeler, fait 5 fois la France, donc ça fait vraiment une grosse infrastructure à mettre en place. Et voilà, on observe régulièrement des joueuses de 15 à 17 ans pour peut-être les amener à Buenos Aires à travailler au centre d'Ezeiza. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire tous les deux sur le foot féminin. Quelle est votre vision? Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème, un gros problème que c'est au niveau argent. C'est-à-dire l'équipe féminine ne génère pas énormément d'argent en ce moment, donc c'est difficile de grandir quand tu n'as pas de l'argent pour le faire. C'est vrai que la AFA il est en train d'essayer d'en faire des choses et au niveau organisation, ça a beaucoup amélioré.
Mais comme le niveau n'est pas encore très bon, dû que tous ces femmes qui jouent en ce moment en équipe première n'ont pas eu de formation vraiment, n'ont pas fait de formation dans un club. Donc c'est difficile qu'ils arrivent en première division avec un niveau comme on peut voir en Europe. Il y a ça d'un côté, de l'autre côté, il y a peu d'intérêt pour l'instant du genre en général du football, que ce soit les hommes et même les femmes. Et donc, au stade, on peut voir 2000, 3000 personnes. Et dans la finale, je crois qu'il y a un peu plus. Dans la finale de l'année dernière, il y a un peu plus de monde. Mais en général, on ne voit pas énormément du monde dans ce stade non plus. Je pense que on est au début. On est au début, il va falloir du temps. C'est logique. Et quand on aura un niveau, le niveau sera bien meilleur et les gens vont être plus intéressés aussi. C'est logiquement. Et pour avoir un meilleur niveau, il faut du temps. Il faut attendre que, comme tu dis, les filles se forment joueurs, comme se forment les hommes, on va dire. Et à partir de là, tu trouveras en première division des meilleurs matchs et des meilleures joueuses. Sí, sí, Ouais, sí, Lucas, sí. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui jouent au foot. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui jouent au foot. Beaucoup. Mais je passais à Newell's il y a 2 ans comme manager. J'étais en fonction et le foot féminin il commençait. Euh, L'idée du président, c'était occupe-toi du foot féminin. Mais ça a été difficile parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est comme que tous les terrains, ils sont pour le centre de formation des jeunes joueurs. Les filles, on ne trouvait pas d'horaire, d'espace, de qualité, d'entraîneurs. C'est compliqué parce qu'ils sont pas l'habitude, comme l'a dit bien Mauro, il n'y a pas d'argent, les clubs ne gagnent pas d'argent. Alors ils te disent, occupe-toi. Moi, ça, c'est pas mon truc. Ils viennent de commencer. Bon. Mais pour le futur, je pense on va être bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui jouent au foot. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas, il y a le Barça, le Barça, il a fait, il y a un mois, il a fait à Cordoba, ici à côté. Ils font, tu sais, avec le nom Barça, tu payes pour aller, mais le Barça, il fait scouting. C'est un scouting un peu que tu payes parce que tu vas, ils te donnent les maillots, voilà, tout ça. Ils ont fait un scouting énorme à Cordoba et ils ont pris 3 ou 4 filles de Rosario pour l'inviter à aller à Barcelone. Alors, ça, c'est quelque chose que si tu penses, ils disent, ils viennent, ils te donnent la possibilité de jouer avec les maillots et les filles partent. Et ça, aujourd'hui, ça passe. Mais comme les clubs de la ville, ils n'ont pas les possibilités comme on veut, les filles ils partent. Ils vont jouer ailleurs. Et les Barça, comme c'est une équipe très forte féminin, ils t'appellent. Et alors, tu t'en vas. Parce qu'il est développé ici, ça va être difficile, mais on va aller bien. ouais. Bon, il y a sans doute la matière première. Maintenant, faut organiser tout ça, quoi. Si, mais c'est difficile d'organiser. Les clubs, ils sont difficiles à le changement. Ils ne veulent pas changer. Mhm. Alors, ça, c'est les êtres humains, c'est comme ça. C'est Ouais. la chose la plus difficile, c'est à changer. Alors, ça, c'est la culture. Bon, Hugo, je sais pas. Je pense que Si, je pense que là, on peut, pour les derniers quarts d'heure, on peut aussi ouvrir les micros. C'est sympa aussi d'échanger. Vous avez posé pas mal de questions. J'en ai pris quelques-unes. S'il y en a qui veulent reprendre à l'oral, vous pouvez aussi allumer votre micro. Je sais pas, je prends Alain ou Jean-Claude ou voilà. En tout cas, c'est avec plaisir pour ce dernier quart d'heure pour prendre des questions. Euh, voilà. Si tu veux, je vais utiliser la tienne, Alain, que tu as écrite. Ça te va, toi, Florent, de faire comme ça un petit dernier. Oui, oui, je reprends juste du coup, c'est vrai qu'après, j'ai coupé Lucas et je lui ai pas laissé expliquer, mais juste rapidement, je repensais effectivement à ce qu'il racontait. L'Argentine a développé il y a pas longtemps, depuis 3 4 ans, un service de scouting, enfin un département de scouting en Europe avec Juan Tassi qui est basé à Madrid et qui repère effectivement les jeunes joueurs
qui sont issus de familles dont les parents sont partis d'Argentine souvent suite à la crise de 2001 ou aux autres crises qu'il y a pu avoir, les autres crises économiques. Donc c'est vrai que Lucas avait parlé de ça et c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on commence à avoir des jeunes joueurs argentins, c'est tout nouveau, qui sont nés en Europe. Donc ils ont cité tout à l'heure le cas de Garnacho, Nico Paz, Mathias Soulé qui est à la Juventus, je crois. Et tous ces joueurs-là aujourd'hui sont dans dans les radars de la sélection parce que ils savent que l'Italie, l'Espagne notamment, principalement ces deux-là, vont essayer de mettre le grappin sur ces jeunes joueurs, alors qu'en fait souvent ils ont un ou les deux parents qui sont argentins et ça peut être des futurs très grands joueurs. Voilà, on garde Nacho aujourd'hui, fait partie des meilleurs jeunes. Il a même pas 20 ans, il a 18 ou 19 ans, je crois. Et donc voilà, l'Argentine ne veut pas se faire griller parce que déjà à l'époque de Messi, l'Espagne avait essayé de mettre la main sur lui. Il y en a d'autres qui hésitent. Donc la FA, avec Bernardo Romeo, qui est le responsable des jeunes, et Tassi, qui est en Europe, essaye de repérer les jeunes. Donc ils se baladent un peu partout en Europe, ils vont voir les clubs, les jeunes, les familles, et puis ils essayent de les convaincre, mais généralement, ils sont déjà plutôt enclins à jouer pour l'Argentine parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance qui est très fort. Donc voilà, donc ça c'est une des nouveautés Sí. de la FA. Je t'ajoute ils viennent d'ouvrir un autre centre à Miami il y a quelques mois. Ouais. Alors, Tassi m'a pas voulu me confirmer parce que c'est pas très officiel, j'ai l'impression encore. Non, ils l'ont fait, je pense qu'avant de tirage au sort de la Coupa América, Oui, ils ont ouvert le centre. C'est pas un centre de formation, c'est un centre de scouting aux États-Unis. Aux ouais, États-Unis, je sais pas, à Miami, il y a plein d'Argentins qui vivent là-bas maintenant. ouais, parce Alors, qu'ils ont prévu ils sont de faire ouverts. ils ont prévu de faire un centre d'entraînement avec des bureaux normalement qui devrait ouvrir d'ici la Coupe du Monde 2026, qui sera effectivement basé à Miami. Ils ont acheté des terrains. Mais voilà, Tassi disait Sí, qu'il faisait des allers-retours pour l'instant aux États-Unis et que c'est pas encore très très officiel, que voilà, c'est plutôt du bricolage en ce moment. Mais voilà, il y a effectivement ce projet, c'est vrai. il faut profiter de Messi à Miami. Tu sais, les gens, ils veulent jouer au foot. Ah oui, c'est une locomotive, effectivement. Effectivement. Sí, Ouais, Oui, sí. oui, et comme il y a eu énormément d'Argentins qui sont partis en Europe, il y en a eu aussi qui sont partis aux États-Unis et on peut retrouver la même chose. ouais, tout à fait. On peut aussi retrouver des gens qui jouent aux États-Unis qui ont de la qualité. Tout à fait, tout à fait. Et comme les Argentins voilà, s'exportent beaucoup, entre guillemets, vont vivre à l'étranger, il y a un vivier qui existe à l'étranger, donc ils essayent de capter ces joueurs-là. Pardon, voilà, Exact. c'est juste ça, mais la parole aux gens, si vous avez des questions. Ouais. Je Des prends la choses. question de Yannick aussi. Quand vous disiez qu'il y avait le groupe des jeunes qui partaient du lundi au mercredi, eux, ils les font jouer contre qui? En fait, c'est juste 3 jours d'entraînement. Est-ce qu'il y a une compétition pour ces joueurs-là? En général, c'était des entraînements. En général, c'était. Peut-être les mercredis, tu pouvais faire un match amical de temps en temps, mais sinon, en général, c'était des entraînements. En général aussi, c'était une fois le mercredi, pardon, une fois le lundi, deux entraînements le mardi et un entraînement le mercredi. Donc, tu faisais Ok, quatre entraînements les 3 jours-là. ok, ok. Et l'autre point, c'était aussi d'Alain Fiard qui a posé la question un peu sur l'éducation dans les clubs chez les jeunes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, c'est en général des écoles qui sont intégrées ou dans les académies, Sí. dans d'autres clubs? Il y a pas toutes les équipes qui sont River, Lanús, euh, Vélez Sarsfield. Estudiantes, Estudiantes. pour moi, Estudiantes, c'est peut-être les meilleurs en cette façon. Après, Newell's, il a aussi l'école, mais c'est pas, tu sais, c'est lui qui joue bon. Si, s'il est bon dans le jeu, l'école, tu sais, c'est comme ça. Estudiantes, je ne sais pas à Rosario Central comment ça se passe. Et Mauro, que C'est obligatoire d'aller à l'école, mais il n'y a pas d'école au club. Et, c'est- ah, Ok, autour de son entraînement de l'équipe des jeunes, il y a des écoles où ils vont tous les jeunes, mais si, par contre, c'est obligatoire d'y assister. sí, aujourd'hui, Estudiantes, ils ont fait avec Sébastien Veron l'école dans le centre d'entraînement. River aussi, dans le stade.
Vélez, je ne pense pas, mais Lanús aussi, il y a l'école dedans les clubs. Et c'est le futur. C'est le futur parce qu'aujourd'hui, tu dois jouer et tu dois penser pour jouer. On avait beaucoup de joueurs, comme on a dit Mauro, qui n'ont pas la moyenne pour aller à l'école. Et aujourd'hui, tu sais que ça, c'est très, très important. Ça a été toujours important, mais aujourd'hui, beaucoup plus. Là, il y a une question de Diego. Les clubs de Rosario, est-ce qu'ils jouent aussi pour une ligue de Rosario, comme Newell's et Central? Est-ce qu'il y a aussi une ligue locale? Oui, il y a Si, la Liga, la Rosarina, ça s'appelle, Hmm. la Ligue de Rosario, C'est pour les où les jeunes? niveaux, la Ligue des jeunes, oui, de Hmm. première division aussi. Ah ouais. Et au niveau des jeunes, c'est une ligue qui est très forte quand même, qui a un très bon niveau. Et d'ailleurs, c'est là où Newell's et Rosario, notamment, ils vont chercher beaucoup de joueurs. Ils vont recruter énormément dans la ligue. Mais oui, Hmm. c'est une compétition qu'on a tous joué. Nous on l'a tous joué, cette si. ligue-là, à un moment donné. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Jacques. Jean-Jacques, quand même, qui est là, peut-être qu'il peut poser une petite question. Et Jean-Jacques Pierre, qui a joué à Nantes. Oh, et Jean-Jacques, il Numéro... est dans la salle. Il est là, non? Il était Ah là, oui, il on a s'est joué laissé. ensemble. Non, ça s'est déconnecté, du coup. Il était là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez... je peux prendre d'autres Ouais, questions. j'en Ah avais oui, une, moi. ouais, Donc, Jean-Claude Lafargue. Donc, moi, c'est une question sur le nombre de licenciés. Parce que c'est vrai que vous avez un pays immense. Est-ce que vous avez des. Enfin, je suppose qu'à niveau de la fédération, il y a le nombre de licenciés en dessous de 15 ans, par exemple. Je ne sais pas les nombres exacts, je ne sais pas. Je Ouais, ne sais pas si alors Lucas. on a cherché avec Hugo, j'ai même demandé à l'AFA. Et en fait, bah, le pays est tellement immense, il y a tellement de ligues et de championnats qui sont organisés par les différentes provinces qu'il n'y a pas de, ils n'arrivent pas à comptabiliser Non, tout en fait. Donc on n'a pas réussi à avoir la réponse en fait. Et pourquoi? Il n'y a pas de système de licence, ils ne sont pas informatisés, Alors enfin, ils ne sont pas. c'est-à-dire que la fédération effectivement centralise tout ce qui est le football à 11. Mais après, il y a des ligues, il y a des différentes ligues qui font leur propre licence, j'imagine. Donc, il n'y a pas de mutualisation des données a priori. J'ai même été sur le site de la FIFA. Impossible d'avoir le nombre de licenciés exact. J'ai vu qu'en France, on est à 2 millions, c'est ça, à peu près? Ouais, à peu près, oui. Ouais. Donc, je suis tombé sur un chiffre de 900 000, mais ça me paraissait pas beaucoup. Comparé à la France, connaissant la passion des Argentins et l'investissement des Argentins pour le foot. Donc voilà, c'est ce chiffre-là que j'ai trouvé, mais en fait, c'est assez opaque parce qu'il y a tellement de différentes ligues. Enfin, je sais pas, Lucas et si. Mauro, vous pourrez Sí, me... la Rosarina, il est affilié à la AFA, mais il y a une autre compétition à Rosario qui s'appelle AFIGRO, qui ne sont pas en la AFA, et alors on ne sait pas combien il y a. Ouais, On ne va pas le savoir. En tout cas, on ne va pas le savoir. ouais, c'est là, très j'ai compliqué. une question plus large sur l'expatriation. Bon, David aussi, il dit c'est un grand pays, mais il n'y a que 45 millions d'habitants aussi. Même s'il joue beaucoup au foot. Euh, Mhm. il y a aussi, Diego, il rajoute qu'il y a des ligues nationales qui ne font pas partie de Comet. Comet, c'est la ligue bah, tu diras, Diego, si tu veux Non, en dire plus sur cette phrase. non, Comet, c'est le système où la FIFA, Ah, dont tu dois enregistrer les joueurs. ah, Et en voilà. Argentine, il y a plusieurs ligues qui sont C'est- dans l'intérieur, on dit, ils ne sont pas dans Comet. Alors, ça, c'est la chose qui complique, qui fait compliqué Hugo, de savoir combien de joueurs il y a. Ok. Hugo, Oui. Oui, Hugo, oui, je pense que la grosse erreur, c'est de comparer l'Europe Jean-Pierre Dolé. et l'Amérique du Sud. Ils Hmm. ont un fonctionnement totalement différent. Par exemple, je vis en Uruguay. L'Uruguay, il y a la AUF et à côté, il y a OFI, les amateurs. Donc, c'est totalement à part. Il y a des championnats locaux organisés par des ligues locales et où c'est- n'intervient pas la fédération. Mhm. Et il y a beaucoup de joueurs qui jouent, mais ils ne sont pas comptabilisés. Donc, nous, on pense en européen et non,
en Amérique du Sud, ils vivent comme des Sud-Américains. Voilà. Exactement. Non, simplement pour compléter, c'est pas une question d'Européens, je pense. Le truc, c'est que au niveau de la FIFA, seuls sont recensés les joueurs licenciés, je dirais. Donc, c'est quand même étonnant que la FIFA n'ait pas de compte sur toutes les fédérations, quoi. C'est pour Parce que, ce sujet de redistribution. ouais, voilà. Donc, c'est vrai que la licence est importante pour les joueurs, pour les jeunes joueurs, et notamment pour les clubs, le jour où il y a un transfert, où il y a un transfert international, parce que la FIFA va regarder dans quel club il a été licencié. C'est simplement ça. Donc, je pense que vous en avez un nombre énorme, vu le nombre, mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est une partie De toute étonnante. façon, ceux qui sont bons et ceux qui peuvent partir ou qui peuvent être Sí, sur le radar de la FIFA, ils sont tous dans les clubs. Donc, sí. on ne retrouve Parce que pas après, des. c'est le scouting, pardon, Mauro, c'est le scouting que fait Newell Central River. Il y a une ligue dans la campagne qui y a plein de Mhm. joueurs, mais ces joueurs-là, ils finissent dans les clubs qui sont regardés pour la FIFA. C'est comme ça. C'est ça. Si je peux, Hugo, intervenir? Oui, oui, vas-y, Jean-Pierre. Il reste 5 minutes. Après, j'ai une autre question, mais vas-y. Ouais, j'aurais une question après à poser. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai bien connu, moi, le club Parquet, d'où sont sortis de nombreux internationaux argentins il y a une vingtaine d'années, drivés par Ramon Madoni. Ce club Parquet, il y en avait d'autres en Argentine. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans les clubs, il y avait des détections dans les Villas Miserias. Euh, et et la conclusion de ces clubs, c'est qu'en fait, ça a été racheté par les grands clubs. En l'occurrence, Club Parquet a été racheté par Boca, euh, qui a gagné d'ailleurs les 2 premières compétitions de Benjamin, qui était la Danone Cup à Paris. Euh, donc l'évolution pour les joueurs, elle se fait effectivement maintenant dans les clubs. J'ai eu la chance de créer le groupe Danone en Argentine il y a une trentaine d'années maintenant. Et mon premier ami était un certain José Farias, qui a été le président du syndicat des entraîneurs argentins et qui est en train de créer une école d'entraîneurs à Olivos, dans laquelle sont passés de nombreux anciens joueurs. Et on avait d'ailleurs l'équipe de France d'Argentine, où on pouvait jouer tous les samedis. Je suis intervenu dans cette école en matière d'organisation, management, RH, communication. Et je voudrais savoir où ça en était maintenant parce que, en fait, j'avais découvert que José était un grand ami d'Aimé Jacquet qu'on a fait venir en Argentine pendant une semaine à la découverte du foot argentin après 98. Il était très étonné justement du manque de structure. Et pour vous donner une anecdote, dans le club Parquet, c'était du béton. Et alors que ses entraîneurs à Clairefontaine lui disaient que même les joueurs, si la pelouse n'était pas taillée à telle dimension, ils faisaient la gueule. Les psychologues lui disaient qu'il fallait un adulte pour 8 ou 12 jeunes. Ramon Madoni était tout seul avec une centaine de gamins dans un galpone. Bon, donc il y a eu quand même une considérable évolution. Et je voulais savoir si Mauro ou Lucas peuvent Again, nous dire. I had to join this meeting. It's about Yasu. Pardon. Oui, je voulais savoir quelle est l'évolution du niveau de formation des entraîneurs. Parce que j'avais compris à l'époque, tout était privé, d'où la création de l'école de José Farias. Et pratiquement rien n'était fait par l'AFA directement, comme c'est le cas ici en France où c'est la DTN qui organise toutes les sélections, à la fois les sélections des jeunes, mais aussi la formation des entraîneurs. Moi, en fait, ce que je pense par rapport à la formation des entraîneurs, c'est qu'on est très loin encore au niveau de la formation de ce qui se fait en Europe. En général, ici, les entraîneurs, on apprend plus par ce qu'on a vécu comme joueur que par ce qu'on fait dans les cours d'entraîneur, malheureusement. Et les cours, ça a amélioré quand même et ça continue en fait à s'améliorer. Mais les niveaux d'exigence de ces cours-là, il n'est pas aussi élevé que ce que vous faites par exemple en France. Et, et par exemple, il y a un mois à peu près ou 2 mois, Brian Bergogneux, qui est en train de faire les cours d'entraîneur en ce moment,
est venu en Argentine pour faire un travail de 10 jours et qui doit présenter là-bas en France, ou cette semaine, je crois qu'il va le présenter. Et j'ai vu la qualité de son travail et j'ai vu les nombres d'or qu'il a mis à préparer ce travail. Et, j'ai vu qu'ici en Argentine, on fait jamais on fait ça pour avoir les diplômes. C'est beaucoup plus simple. Donc, on est moins bien formé, je pense, mais on reste quand même à avoir des entraîneurs de qualité. Et Lucas, notamment, parlait tout à l'heure des entraîneurs argentins qui travaillent en ce moment en Europe. Et, et si tu me demandes pourquoi on a des entraîneurs de qualité, je te dis, je ne sais pas. Et pourquoi on a des joueurs de qualité, je te dis la même chose, je ne sais pas, parce qu'on ne met pas tout pour. Mais en tout cas, je pense que ça s'est amélioré un petit peu au niveau de la formation des entraîneurs, mais on a beaucoup de travail encore devant. Si la qualité des joueurs, il y a une évidence, c'est ce que vous avez dit au début, c'est la culture. Le foot est plus qu'un sport en Argentine. Tout le monde, tous ceux qui ont vécu là-bas le savent, et tous ceux qui n'ont pas vu un Boca River à la Bombonera ne peuvent pas dire qu'ils connaissent complètement le football. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les filles aussi, pendant longtemps, n'ont pas joué au foot, parce que quand on est jeune Argentin garçon, on veut jouer qu'au foot. Un peu certains qui avaient fait des études au rugby, voire au polo quand ils sont riches. Mais par exemple en athlétisme, en escrime, en judo, etc., en cyclisme, les Argentins sont pas bons. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils auront du mal à avoir un jour les Jeux Olympiques, parce qu'ils ne sont pas dans tous les sports. Donc le joueur argentin, il vient de cette culture du foot et il joue au foot. Pendant que les filles, elles cherchent à être modello plutôt qu'être joueuses de foot. Alors ça commence à évoluer parce qu'elles voient quand même qu'il y a des possibilités d'y aller, mais il faudra du temps, hein, je pense. Et il faudra du temps aussi pour que les Argentins soient meilleurs dans les sports olympiques que je viens de citer avant. Mais tant mieux pour eux, puisque ils sont comme la France d'ailleurs, paradoxalement, on est jugé comme étant un pays égoïste, individualiste, etc. Et on a beaucoup de victoires dans les sports collectifs, le hand, le volley, le basket, le rugby, le foot, comme les Argentins. Voilà. Jean-Pierre, petite anecdote sur le foot féminin. J'avais fait un sujet pendant la Coupe du Monde sur les filles et comment développer le football, notamment dans les vichas, ce que vous avez appelé tout à l'heure les vichas, Missalia, les bidonvilles. Ouais, Et en fait, souvent, le problème, c'est que les garçons ne les laissaient pas jouer. Il y a un seul exactement. terrain qui se trouve au milieu des bidonvilles, des maisons construites de briques et de broc. Et là, par exemple, la Vicha 31, qui est un des plus grands bidonvilles d'Amérique du Sud, il y a une femme qui est là depuis longtemps, qui essaie de développer le foot féminin. Ben, elle a réussi à bloquer un horaire toutes les semaines, ou même plusieurs horaires maintenant, où c'est réservé aux filles et les garçons n'ont pas le droit de pénétrer sur le terrain parce que sinon, en fait, on ne les laisse pas jouer, quoi. Ouais. Et Ouais. pour l'anecdote, la première Danone World Cup avec les salariés du groupe, c'est l'équipe féminine d'Argentine qui a gagné. Et les Brésiliennes étaient furieuses, évidemment. Je vais Il ajouter reste. quelque chose Ouais, euh, bien sûr. que j'ai posé cette question. Oui, oui, Anaïs. Salut, Anaïs. Salut. Vas-y. Bah, je voulais ajouter que du coup, je pense que la solution finalement au football féminin ce serait de recréer des structures et peut-être même recréer des clubs finalement, mais gérés par des femmes et faire un cycle de fait. Enfin, je suis d'accord qu'il faut combiner le foot masculin et le foot féminin, ou peut-être le foot féminin, il peut prendre des bonnes choses du foot masculin, mais du coup, ce serait dans l'idée de recréer des espaces et des environnements pour que les jeunes filles jouent en Argentine finalement. Je pense que ça mettrait plus de temps si ça s'est fait à côté d'un club masculin, mais ça serait peut-être la solution pour qu'ils puissent prendre plus au sérieux le football féminin. Oui, et puis même pour les spectateurs, finalement, ce serait toucher plus de femmes et d'avoir plus de spectatrices plus que d'hommes, et que ce soit finalement un autre sport. Et même si je veux pas que ce soit complètement, j'imagine pas l'idée que le sport masculin et le sport féminin soient deux choses complètement différentes, parce que c'est le même sport finalement, mais juste avec des, euh, des idées ou des chances pour les femmes, en fait des opportunités pour elles qui soient plus adaptées.
Ouais, mais c'est sûr, mais ça, Ouais. il faut que tu donnes une idée d'un prochain webinaire. Je pense qu'il faudrait qu'on parle de ça, justement, de ces possibilités-là qui existent. Moi, un truc que je pense au niveau du football féminin, que c'est impossible que les femmes jouent avec la même taille de but que les hommes, déjà. Mm. Parce que les gardiens, qui sont, pour les hommes, ils font 1,90 m et les femmes, ils n'arrivent jamais à cette taille-là. Donc, Ouais, ouais. C'est vrai que Ouais, j'ai ouais, jamais ça pensé déjà. à c'est vrai que dans d'autres sports, par exemple au basket ou au volley, le filet ou le panier est adapté. Mais maintenant, c'est vrai que comme le football féminin a commencé en utilisant les mêmes tailles de terrain, ce serait difficile de faire accepter peut-être entre guillemets, de revenir en arrière sur ce sujet-là. Mais c'est dommage parce que souvent, il y a effectivement des tirs qui sont axiaux, Ouais, qui sont inarrêtables même pour une joueuse parce que physiquement, elle peut pas atteindre. exact. Ça Non, c'est gâche. vrai que c'est une bonne réflexion. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Mm. Là, il reste 2 minutes. On va laisser parce qu'on a commencé ces 6-7 minutes en retard. Il y a une question de Miguel qui dit comment ça s'est passé. C'est une petite question plus perso, mais votre retour en Argentine, on voit beaucoup, voilà, c'est la difficulté des fois qu'on joue beaucoup en Europe de revenir en Argentine. Vous êtes venu, vous êtes resté très longtemps ici, après vous êtes reparti là-bas et vous êtes resté là-bas. Comment ça s'est passé ce retour post-Europe et aux nouvelles vies en Argentine? On se réadapter. Lucas? Euh, Miguel qui demande ça. oui, c'est parce que lui il veut venir. Tu veux retrouver. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Miguel, ¿qué haces Miguel? ¿Cómo Bien, bien, estás? bien, todo bien, todo bien. Te- No, 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 je hago devais la te... pregunta, Sí, je pose la question parce que je crois que c'est intéressant quand on vit en Europe pour beaucoup d'années. Euh, sí, on est argentin, on doit s'habituer à vivre en Europe et je pense que pour retourner après, il faut se réadapter à sí, beaucoup de sí. choses, non? À la vie et après à tout ce que c'est football. C'est pour ça que je me pose la question, comment c'est passé pour vous et quelles étaient les difficultés les plus grandes? En mon cas, quand je suis arrivé, je suis retourné à Newell's avec une idée. C'est une idée claire. C'est là et on va finir là. Euh, pour pour la vie quotidienne, ça, pour m'adapter, ça a été passé 1 an et demi. Ici, tu sais, j'habitais à Monaco, j'étais tout seul. Et ici, tu viens et tout le monde veut te voir. Et écoute, bah, attends, je veux vivre ici. Je ne sais pas que tout le monde doit venir chez moi tout le temps, à toute heure. Ça a été difficile. La vie quotidienne, ça a été difficile pendant 1 an et demi. Dans les clubs, euh, j'ai revenu avec une idée de savoir que quand tu reviens en Argentine, tu reviens en Argentine. C'est pas que tu vas vivre comme en Europe. Tu sais que tu vas pas recevoir ton salaire, que tu vas pas avoir des hauts choses quand tu vas au vestiaire. Tu sais que tu vas pas avoir la pelouse comme tu vas le voir. Tu sais que tu vas pas être respecté dans la rue. Tu sais tout ça. Et c'est une décision de vie. C'est dur parce que là, surtout à Rosario, je sais pas, Mauro, je sais pas, je pense que Mauro il est revenu à San Lorenzo. Ouais. Buenos Aires, je pense, je sais pas, ça te donne autre chose. Ici, quand tu viens ici, tu sais que c'est une ville complètement fou et tu l'acceptes. Il faut accepter. Tu peux pas vivre, mon idée dans ma tête, je savais que je suis rentré chez moi en sachant que ça va pas tout fonctionner. Je sais qu'ici, ça fonctionne la moitié c'est 50-50. Alors, c'est une décision que c'était très claire et je le passais très bien, avec toutes les difficultés que tu puisses avoir comme joueur, comme je t'expliquais. Et le show, les salaires, les supporters qui, si tu perds 2 matchs, c'est compliqué d'ailleurs. Mais ça a été passé bien dans ma tête, mais le changement, c'est très dur. Mais si tu parles la tête claire de que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir ici, euh, 3 mois et tu te retournes en France.
C'est comme ça. C'est la vie. C'est une question, c'est une décision de vie. Tu ne peux pas venir ici et que tout va être très, très bon, tout va être plein. Non, non. Ici, tu sais que la difficulté est tous les jours et tu vas vivre avec ça. Pour moi, en fait, au niveau de la vie, comme j'ai dit avant, j'étais parti très jeune, à 19 ans là-bas, donc je finis un peu de me former là-bas en France. Et à la fin, avant de venir, que j'avais 30 ans presque, je me sentais presque plus en français qu'en argentin dans la façon de Mhm. vivre. J'étais très habitué à vivre comme un français dans plein de choses. Et revenir en Argentine, c'était me retrouver encore dans plein de choses que je n'avais pas vécu avant parce que j'étais parti jeune. Et, et j'ai dû m'adapter à ça, à vivre comme un Argentin, à te dire que je vais arriver à 8 heures et j'arrive à 9 heures moins le quart, et à te dire que je vais venir et je ne viens pas, et à plein de choses voilà, que nous, on vit comme ça. Et puis au niveau du football, je me suis retrouvé avec un championnat très engagé, beaucoup plus engagé que la France, et pourtant la France, c'est un championnat physique où moi, comme défenseur, j'ai joué beaucoup de fois contre des joueurs africains, par exemple, qui étaient très costauds, très rapides. Mais les championnats d'Argentine, à ce niveau-là, c'est encore plus dur au niveau de l'engagement, au niveau du physique. Et j'ai dû me réadapter à ça un petit peu. Mais bon, après, c'est comme tout, on finit par s'adapter. Est-ce Et que, et on est encore là. est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des choses que, après votre expérience en Europe, que, en étant des joueurs, regarder plein de choses, est-ce que vous dites, OK, ça, je voudrais l'appliquer en Argentine? Quelles choses vous avez pu appliquer en Argentine, soit comme entraîneur, scout ou dans le foot? Et quelles choses vous avez pensé que vous pouvez l'appliquer et à la fin, c'était impossible? Deux Non, minutes. j'ai regardé beaucoup de directeurs sportifs, par exemple, en France. J'ai toujours été j'ai toujours eu des directeurs sportifs en France. Et quand je suis arrivé en Argentine, il y avait deux, trois clubs seulement qui l'avaient. Donc, dans ma tête, j'avais l'idée de pouvoir devenir directeur sportif euh, pour travailler par rapport à ça, que c'est quelque chose qui était pas commun ici en Argentine. Et je pense que ça a beaucoup changé, ça. Ça a beaucoup changé. D'ailleurs, hier, il y a eu une réunion à la AFA avec plein de directeurs sportifs, comme quoi les postes c'est devenu beaucoup plus respecté. Donc, à ce niveau-là, je pense on a progressé. Et dans ma tête, quand je suis arrivé, j'avais l'idée de pouvoir travailler à ce niveau-là. Bon, mais je crois Et, qu'on va suivre ce si, si, si. point. Non, mais parce que en fait, on va devoir bientôt arrêter. Mais je vous laisserai après discuter sur ça. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même ça la réalité du foot argentin. C'est départ en Europe, c'est retour. On oublie un peu que voilà, on est à l'autre bout du monde quand on est en Argentine et qu'on arrive en Europe. Donc il y a des vraies problématiques qui sont liées à ça. Bah, je te laisse, Florent, si tu veux finir cette belle discussion sur le foot argentin. Bah, déjà, un grand merci à Mauro Cheto et à Lucas Bernardi d'avoir participé. On a hâte de vous revoir bah, soit sur un banc de touche ou sur les bords de terrain ou dans des bureaux voilà, pour être dans le foot parce que ben, vous avez été des grands ambassadeurs du foot argentin en France. Aujourd'hui, vous êtes reparti en Argentine. Je sais que la France reste dans votre cœur et que peut-être un jour on vous reverra du côté de chez nous. Donc voilà, je sais que c'est aussi peut-être une de vos envies pour plus tard de revenir en France, mais dans un autre rôle. Donc voilà, l'appel est lancé. Et, euh, et voilà, ben merci à toi Hugo, merci à la FFF pour cette invitation et à ceux qui ont suivi ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie d'en savoir plus et voilà, de prolonger cette connexion entre la France et l'Argentine voilà, qu'on a eu la chance, on a eu la chance, je pense, de voir une des plus belles finales, peut-être même un des plus beaux matchs de l'histoire du foot il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans. Et voilà, ça a donné lieu à un match incroyable entre deux écoles qui sont sans doute aujourd'hui peut-être les meilleures actuellement dans le monde. Donc c'était intéressant de pouvoir mélanger, de pouvoir
partager des expériences. Et voilà, j'espère pouvoir revenir très bientôt pour parler peut-être du foot en Uruguay ou dans d'autres pays. Voilà, bah, merci beaucoup, Merci, avec grand merci, merci plaisir. Florent. Et Merci à toi pour l'invitation. Merci. on va C'était essayer de vraiment un continuer. plaisir. Bah, c'est sympa, merci. On va essayer de continuer à parler de tout ça sur la plateforme, sur le réseau. Florent, il est dessus. On va essayer que tout le monde soit dessus pour essayer d'échanger et créer du lien, créer des projets tous ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut à tous. Merci. Merci à tous. Ciao. Ciao. Gracias.